Hitler, suite. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Mes amis, méfiez-vous de la virtuosité. Son point de chute, c'est la vanité. Et la vanité a fini par briser le Troisième Reich, comme elle a brisé tant d'autres, avant et après. Dès 1943, beaucoup d'officiers de haut rang savaient qu'Hitler était à moitié fou, qu'il se prenait pour un initié des dieux et qu'il entraînait l'Allemagne à sa perte. Au cours de l'année 1944, une poignée d'officiers ont élaboré un plan pour la sauvegarde de l'intégrité allemande, en décidant l'élimination physique d'Hitler. Le 20 juillet 1944, le colonel Stauffenberg déclencha l'opération Valkyrie à Rastenburg, en Prusse orientale, où Hitler tenait une conférence avec ses généraux. Il fallait pour cela non seulement énormément de courage et de sang-froid, ce qui ne manquait pas à cet officier de rare bravoure, mais aussi et surtout une notion absolue de sacrifice de soi, chose que Stauffenberg a hésité à donner. D'où l'échec de cette opération de dernière chance pour l'Allemagne. Et qui par la suite, comme vous le savez, a coûté très très cher aux grands officiers de la Wehrmacht. Dans Rommel, Stauffenberg lui-même et plus de 200 conjurés qui ont trompé de près ou de loin dans l'attentat. Tous ont été identifiés par la Gestapo et pendus ou exécutés sommairement dans une sombre cour. Une véritable purge à la Staline s'ensuivit. En vérité, il y a eu plus de 5000 exécutions, ce qui a pratiquement décapité la Wehrmacht, l'armée allemande. Les guides du nazisme ont même créé une loi qu'ils appelaient la Ziegenhaft, c'est-à-dire la complicité familiale, ce qui leur permettait de s'en prendre à la famille de celui qui faisait de l'opposition ou trahit d'une manière ou d'une autre. Et à partir de cet événement, commença le terrible châtiment du peuple allemand pour leur soumission à Hitler. Finalement, Hitler n'avait que du mépris pour l'humanité. Le 6 juin 1944, le jour le plus long, comme on l'appelait, le débarquement des Alliés en Normandie. Et là, c'est le commencement de la fin du Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, selon Hitler et les nazis. N'oublions pas que les nazis ont d'abord commencé par envahir leur propre pays et à asservir leur propre peuple. Vers la fin, la résistance désespérée, catastrophique et folle d'Hitler, au moment où de toute évidence, tout était perdu, souligne le désir démoniaque de noyer son pays et son peuple sous un déluge de feu et de fer. Hitler n'était plus qu'un homme brisé, pour qui la fin de sa propre vie signifiait la fin de toute chose. Goebbels, dans ses derniers éditoriaux, saluait avec enthousiasme, un enthousiasme plutôt cynique, les bombardements ennemis qui détruisent le pays en 10 ans, sous les débris de nos cités anéanties, les réalisations du stupide 19e siècle sont enterrées. Fin de citation. Alors commença pour le peuple allemand la descente aux enfers. Les officiers se suicident les uns après les autres. Une vague de suicides civils et militaires sans précédent dans l'histoire des hommes et des guerres. Des centaines de hauts dignitaires du régime nazi se dérobent dans cette forme de fuite pour ne pas avoir à rendre compte aux vainqueurs, vu l'ampleur du désastre qu'ils avaient commis durant les 5 années de guerre. Je vous cite quelques suicides des plus importants.
D'abord Hitler. Le chef suprême se suicide dans son bunker avec sa femme Eva. Goebbels ordonne à sa femme Magda de tuer leurs 5 enfants de 4 à 12 ans. Puis il la tue d'une balle et se donne la mort. Philippe Bouhler, chef de la chancellerie du Reich. Le général SS Wilhelm Redies, Himmler, se suicida incognito dans une cave à vin le 10 mai 1945. Le général Odilo Globoknik, le général Ernest Gamel, le général Walter Model, le général Ernest Gravitz. Celui-ci se fait sauter avec 2 grenades au milieu de sa petite famille. Tous morts. Friedrich Krüger, général de police. Hans Kammler, général responsable du programme balistique des V2. Jacob Sponger, général haut président de la province prussienne. Lui et sa femme. Général Robert von Gremm, dernier chef de la Luftwaffe. Général Richard Gluck, contrôleur des camps d'extermination. Theodor Donker, adjoint d'Eichmann. Otto Thierack, ministre de la Justice. Bernard Rouch, ministre de l'Éducation. Erwin Benke, président de la Cour suprême. Leonardo Conti, ministre chargé de la santé du Reich. Un Allemand avec un nom italien. Il était aussi général. De mère allemande, mais de père suisse. Konrad Hellen, chef nazi des Sudètes, etc. La liste est beaucoup trop longue. Cette vague de suicides comprend des centaines de dérobades. Il y a eu à peu près plus de 100 généraux et 10 amiraux. Un phénomène sans précédent dans l'histoire. La population civile allemande était déjà terrifiée par la barbarie des soviétiques en Prusse orientale, car les Russes achevaient les Allemands blessés dans les hôpitaux. Dans Berlin, les groupes de Steiner autour de la ville opposaient une résistance farouche à la pénétration des Russes, et Monk défendait le quartier des ministères. Là, Hitler se déconnecte de la réalité et sombre dans une espèce de folie délirante et de désespoir. Confiné dans son bunker sous la chancellerie, avec juste un comité restreint de fidèles. Il recevait les dernières nouvelles du monde extérieur par le gardien-chef du zoo de Berlin. Juché sur un arbre, il téléphonait au bunker. N'est-ce pas, je dirais, comique? C'est une tragédie de la fin pour un homme qui avait le monde à ses pieds. Hitler, maintenant, acculé, fait régner la mort autour de lui. Il condamne son ancien chirurgien à mort, fait exécuter les prisonniers, fait tuer le général Fögelein, mari de la sœur d'Eva, tout comme l'a fait Mussolini. Dans sa défaite, il a fait exécuter Tchano, le mari de sa fille, père de ses petits-enfants, comme Saddam, qui a fait torturer puis exécuter le mari de sa fille, père de ses petits-enfants. Hitler ordonne aussi la mort aux soldats vaincus. Vous connaissez bien sûr la bonne vieille recette du bon roi et des mauvais vizirs. Si les choses tout marchent bien, c'est grâce aux qualités et à la bonté du chef. Si ça tourne mal, c'est parce que les conseillers, les ministres et la cour n'ont pas fait leur travail correctement. Voilà. Hitler, Saddam, Gaddafi ont tous utilisé cette recette excuse. Hitler n'arrivait pas à accepter la défaite. Et pour cause, un élu des dieux, confronté à la réalité dans des clairs obscurs. Maintenant, la vanité se transforme en peur. Peur de la suite. Vous savez, il n'y a qu'une seule manière de refuser demain. C'est de mourir aujourd'hui. Maintenant, là, tout de suite.
il ordonne que l'on noie le métro de Berlin, où 1000 des 300 000 personnes réfugiées dans les souterrains périssent noyées, avec femmes et enfants. Puis il descend lui-même au tombeau, dans son esprit, et se suicide. Son chauffeur brûle son cadavre dans la cour comme il avait reçu l'ordre, pour que le corps ne soit pas exposé sur la place publique, comme celui de Mussolini et de Clara Petacci sur la place de Milan. Le suicide d'Hitler n'est rien d'autre qu'une dérobade devant ses responsabilités. Ne vous trompez pas, mes amis. Il n'y a aucune noble cause pour les humains. La seule vraie noble cause est celle qui préserve la vie et la continuité de la nature. Donc un idéal bien loin du comportement et de la mentalité de l'homme. Car nous préservons ni l'une ni l'autre. Finalement, je crois que la solution de ce monde se trouve justement dans la solution finale globale de la race de l'Homo sapiens. Veuillez pardonner le scepticisme d'un vieux schnock blasé de tout et de tous, et qui a perdu, je vous dirais, toutes ses illusions. Hitler n'a jamais eu d'amis de toute sa vie. Croyez-vous que c'est une coïncidence? Non. C'est tout simplement une conséquence. Car il avait un indice de fréquentabilité très bas. Hitler avait été relâché de prison en 1924 pour mauvaise conduite. Si Hitler avait gagné la guerre, il n'y aurait eu sur terre que des Allemands et des esclaves. Beaucoup de gens, énormément de gens, ne savent rien de cet homme, de sa vie, de son sinistre projet, de ses lubies, du formidable paradoxe qui a fait ce monstre. Ce psychopathe, doublé d'un sociopathe. On aime bien citer son nom pour illustrer un fantasme politique, celui de la dictature qui dure et qui accouche d'un pays fort, tout comme Staline. Puis la vanité emporte le sujet sous les ailes du vent, vers la lumière du soleil, et qui, comme Icare, s'échauffe et s'abîme dans une chute vertigineuse. Vous savez, il y a beaucoup plus de ténèbres en nous que de clarté. Et on dit que la nature a horreur des paradoxes. Et pourtant, elle fait d'un terrible paradoxe l'espèce dominante. Il existe sans doute une plus grande prophétie qui condamne ces prophètes de la mort et les voue à une fin plus tragique encore, caricaturale même, dans leur mauvais sommeil, le grondement incessant et grandissant des tanks et des bottes ennemis. Et ils finissent leur mauvaise vie ardente dans les spasmes du désespoir. Eux qui ont tenu, je vous dirais, le destin des hommes dans le creux de leurs mains. Immortalisé par Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur, quand il s'amusait à lancer en l'air le globe terrestre. Et cela, Chaplin l'a réalisé du temps qu'Hitler était au sommet de toute sa puissance. Monsieur Hitler, n'étiez-vous pas plus heureux lorsque vous faisiez quelques entrechats avec Eva sur la terrasse du Berghof? Vous voyez, mes amis, que tout ce que l'on ne paye pas finit par coûter un prix fou. Et mettez-vous bien dans la tête que tout ce qui a commencé un jour finira un autre. C'est une certitude qui ne souffre d'aucun doute. Tout finit, même l'infini. Alors, pourquoi toute cette haine de l'autre? Pourquoi
toute cette destruction et cette folie meurtrière? Existe-t-il un plus grand paradoxe que de sortir de son plein gré du paradis pour aller en enfer? Salut.